Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hélène Arinck, chargée de promotion de l'offre de services pour les entreprises à la CARSAT du Sud-Est. Nous sommes réunis aujourd'hui webinaire d'environ 45 minutes afin d'aborder le thème de la prévention des risques professionnels dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Ce rendez-vous s'inscrit dans la web-série qui vous est consacrée. Après notre premier webinaire en février dernier sur les solutions pour réduire l'absentéisme, puis début juillet sur les aides techniques, vous nous avez sollicité pour aborder les risques psychosociaux. C'est donc avec Florence Nézet et Alain Brunel que nous vous proposons le programme suivant. Nous reviendrons sur la définition des RPS, c'est quoi, dans quelles circonstances faut-il agir. Puis en images, nous découvrirons le témoignage de professionnels, nous analyserons les conditions de réussite, le diagnostic réalisé, le plan d'action mis en place dans un établissement de santé pour lutter contre les RPS. Et enfin, nous aborderons l'évaluation des facteurs de risque avec les outils à votre disposition ainsi que la documentation. Une quinzaine de minutes sera consacrée aux échanges, mais vous pouvez poser au fur et à mesure de ce webinaire vos questions au travers du chat qui est en haut à droite de votre écran ou faire partager votre. Donc nous sommes réunis aujourd'hui dans une salle virtuelle de Wikeo. Donc en haut à droite, vous pouvez télécharger la documentation qui est à votre disposition. Vous pouvez également répondre aux deux sondages que l'on va vous proposer tout de suite après et bien entendu utiliser le chat. Alors, comment prévenir les risques psychosociaux dans vos établissements? C'est maintenant. Je donne la parole sans plus tarder à Alain Brunel et Florence Nézet et vous invite à répondre au sondage qui vous est proposé. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alain Brunel, ingénieur conseil à la CARSAT Sud-Est. Et alors, la première question qu'on a envie de poser ou qu'on a besoin de poser à la psychologue du travail, les RPS, c'est quoi? De quoi parle-t-on? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Florence Nézet, je suis psychologue de travail au service prévention des risques professionnels de la CARSAT du Sud-Est. Donc, nous allons essayer, durant ce webinaire, de vous faire partager quelques éléments en lien avec la prévention des risques psychosociaux. Et donc, en préambule, il semble important de définir précisément de quoi on parle lorsque nous parlons de risques psychosociaux. Donc, c'est vrai que on peut se rappeler que de nombreuses définitions existent. La première définition date des années 2000 et au fil du temps, cette première définition s'est enrichie par d'autres définitions qui finalement mettent en évidence de façon très flagrante l'importance de repérer le lien de causalité entre la situation de travail et les conséquences de ces risques psychosociaux sur la santé des salariés, mais aussi sur l'entreprise. Donc, c'est vrai que ce que l'on peut conseiller, ce qu'on peut vous conseiller, c'est que si vous pouvez repérer le plus en amont possible ce qui va faire obstacle, ce qui va gêner le fonctionnement d'une structure, ça vous permettra d'identifier précisément ce qui porte atteinte donc à la santé et sécurité des salariés et d'agir sur des modes d'organisation et les relations professionnelles. Enfin, évidemment, ça permet aussi de limiter le coût pour les établissements. Le webinaire un des webinaires précédents était consacré effectivement à la problématique de l'absentéisme. Ce que l'on peut constater dans la réalité, c'est que parfois, les structures ne s'engagent pas en temps et heure dans la prévention des risques psychosociaux, peut-être par manque de temps, peut-être par manque de compétences ou de ressources nécessaires, peut-être aussi par crainte de générer des risques psychosociaux là où il n'y en aurait pas. Et ce qu'on peut vous répondre par rapport à l'expérience terrain que l'on a, c'est que dans la réalité, observer et organiser des remontées de terrain en amont et les analyser, c'est un véritable atout pour la prévention de ce risque professionnel. Donc là, on parle bien de prévention, de risques professionnels et on fait référence aux risques psychosociaux. Pour entrer
un peu plus précisément dans le sujet et préciser de quoi on parle lorsqu'on parle de risques psychosociaux. Donc là, on vous propose un visuel de l'INRS et aussi donc des définitions qui permettent de poser un peu plus précisément le cas. Donc c'est vrai que là, on est sur des effets. Donc là, on est vraiment sur les effets produits par des situations de travail qui n'auraient pas été suffisamment repérées en amont, des situations de travail qui peuvent s'avérer délétères. Donc on a un effet qui est très 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 connu, qui est repéré depuis de nombreuses années, qui est l'effet qui est le stress. Donc par rapport à cette définition du stress, ce qu'on peut mettre en évidence, en fait, c'est la difficulté qu'il y a pour une personne, donc un salarié, à faire face à son environnement de travail et en même temps aux ressources et pouvoir activer les ressources dont il dispose. Donc, je vais m'expliquer un peu plus précisément. L'environnement de travail va nécessiter pour le salarié de faire face à des aléas, de faire face à des interruptions, de faire face à des événements non prévus. Et en fait, ce qui est important, c'est de repérer en face les ressources dont ces salariés ou ce salarié dispose pour faire face à ces contraintes de l'environnement de travail. Donc, ça peut être un soutien social, ça peut être des aspects qui concernent les compétences, les ressources humaines, l'organisation. Donc, ces ressources, elles vont rentrer dans la balance par rapport à un environnement de travail contraint. Moins les ressources sont importantes et plus l'environnement de travail est contraint, et plus le salarié ou les collectifs de travail vont se retrouver dans une situation de stress. Ensuite, on a deux aspects du même effet qui concernent les violences. Donc, les violences externes, ce sont là donc en fait des agressions qui sont commises par des personnes extérieures à l'entreprise. Donc, on peut parler, peut-être pour vous, de familles de patients, de patients, et qui peuvent prendre la forme d'insultes, menaces, agressions envers le travail et les missions des salariés. Le versant interne, on est effectivement sur des situations de conflits qui sont exacerbées, des situations dégradées qui vont s'exercer entre collègues, entre équipes de travail. Et c'est là où on peut effectivement placer tout ce qui va concerner le harcèlement moral et sexuel. Enfin, ce qui est important et par rapport notamment à votre secteur d'activité, c'est de repérer tout ce qui peut avoir attrait aux conflits de valeurs qui vont porter atteinte à ce qui compte pour les salariés et repérer les possibles et les éventuelles contradictions entre le sens que les salariés donnent à leur travail et les inadéquations qu'ils peuvent retrouver par rapport à leur quotidien. Donc enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les causes sont vraiment recherchées dans des conditions d'emploi, l'organisation du travail et enfin les relations de travail. On est vraiment sur une analyse fine et un diagnostic des conditions de travail. Merci Florence pour ces éclairages très intéressants. Alors en fait, comme vous avez pu le constater, le résultat du sondage a montré que on assimile souvent les RPS au stress seul, mais c'est plus complexe que ça. Il y a différentes catégories, dont les violences. Voilà, alors on va passer un petit peu sur les modalités d'approche de ce risque. Florence, dans quelles circonstances agir sur les risques psychosociaux, les RPS? Voilà, donc là, effectivement, ce qu'on vous propose, c'est une communication de l'INRS qui permet en fait de clarifier et de définir plus précisément dans quelles circonstances on peut agir lorsqu'on veut agir en prévention des risques psychosociaux. Donc là, nous faisons référence à la brochure ED 6349 de l'INRS, qui est une brochure assez récente, qui s'appuie sur d'autres brochures, mais qui a été refondue depuis peu et qui permet en fait de clarifier ces différentes circonstances. Parce que c'est vrai que lorsque vous souhaitez agir en prévention des risques psychosociaux, il est parfois difficile, ou en tout cas cela peut poser problème, de se repérer sur les niveaux où vous en êtes par rapport à cette volonté d'agir. Donc là, en fait, on a 4 circonstances qui sont présentées et qui permettent déjà de se situer lorsque l'on met en place une démarche de prévention. Donc la première, ce sera vraiment tout en amont, lorsque nous sommes sur l'évaluation des risques professionnels
et notamment lorsqu'il y a des modifications importantes de situation de travail en termes de changement, en termes d'introduction de nouveaux logiciels, en termes d'introduction de nouveaux matériels et d'autres modifications qui sont à prendre en considération. La deuxième circonstance pour agir, là on est vraiment sur l'évaluation des risques professionnels dans des situations de travail qui sont existantes. Donc là, nous faisons référence bien évidemment à l'introduction des risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Les deux dernières circonstances que nous allons présenter, donc suite à une alerte et suite à une atteinte à la santé, ce sont là des circonstances où vous voyez bien que vous n'agissez plus en prévention, mais vous êtes déjà en réparation puisque l'événement est en train de se produire ou va se produire, ou s'est produit, pardon. Donc l'alerte, elle peut émaner de la personne concernée, le salarié qui se sent menacé ou qui a une problématique avec d'autres personnes. L'alerte peut être aussi peut émaner de collègues de travail, de partenaires extérieurs, comme les services prévention des CARSAT, l'inspection du travail, les services de santé au travail. Et enfin, la dernière circonstance pour agir, là, c'est vraiment une atteinte à la santé qui a été déclarée en termes d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc, c'est vrai qu'il est tout à fait possible d'agir en réparation lorsque la situation le nécessite. Et donc là, vous voyez qu'il existe, vous avez sûrement dans vos structures des numéros verts, des cellules de soutien psychologique, voire faire appel à des cellules qui vont permettre le débriefing lorsqu'il y a un événement grave. Cependant, et néanmoins, agir en prévention est beaucoup moins coûteux pour l'entreprise et la santé mentale et psychique des salariés, puisqu'on vous agissez sur une situation qui n'est pas encore dégradée. Vous êtes vraiment en prévention. Merci Florence. Donc nous allons passer à un cas concret qui va nous permettre d'illustrer les deux premières circonstances que Florence vous a présentées. Donc Florence va vous commenter le contexte et nous allons visualiser une vidéo. Voilà, donc là, nous allons vous proposer un témoignage de professionnel, donc d'un établissement de santé, les Trois Tours, Corian. C'est un établissement qui est situé à la Destrousse. Et donc là, ce témoignage de professionnel, nous allons le partager avec vous. Et c'est vrai que nous sommes assez contents de pouvoir le partager avec vous parce que il est particulier dans le sens où la direction de cette clinique a fait appel à un consultant du réseau I3RPACA à 2 reprises pour agir sur deux axes différents concernant l'établissement. Donc le premier axe, il concerne un projet de fusion et de changement, donc qui a nécessité un accompagnement axé justement sur ces évolutions organisationnelles dans l'établissement. Et le deuxième axe, c'est une évaluation des risques psychosociaux sur des situations de travail existantes, mais qui a été menée en lien avec le contexte sanitaire que nous avons traversé et dans lequel nous sommes encore. Voilà, donc Hélène, si tu veux bien passer la première vidéo. Donc notre établissement, notre clinique Corian les Trois Tours, on est issu d'une fusion de 2 structures qu'on fusionnait en 2013. On s'est rendu compte au fil des années que la fusion et puis l'organisation dans ce système de santé peut présenter des risques psychosociaux. Et donc dès 2017, on a mis en place un copil de risques psychosociaux avec les membres du personnel qui souhaitaient s'y intégrer. Il nous a paru être important comme première action de communiquer sur la notion des risques psychosociaux auprès des salariés. Nous avons mis en place un affichage et également distribué un petit journal avec les notions des risques psychosociaux et insisté aussi sur l'existence de notre copil RPS. Et on a donc fait appel à un consultant du réseau I3RPACA pour nous accompagner dans cette démarche. Donc avec notre consultant, il a réalisé un diagnostic sur l'établissement, il y a eu des entretiens qui ont été réalisés avec des salariés et l'officialisation d'un copil risques psychosociaux sur la structure. Par la suite, le consultant est revenu faire un point d'étape avec nous pour suivre le processus. Au cours de l'analyse, un consensus a été construit grâce à différentes réunions qui ont été mises en place
pour les membres du COPIL, afin de fédérer le groupe autour d'une seule et même définition des risques psychosociaux et de mettre l'accent sur notre rôle auprès des salariés. Et c'est justement à travers ces réunions également que nous avons mis l'accent sur l'importance du maintien de la confidentialité auprès des salariés, ce qui leur a permis de se livrer et de nous raconter leurs problèmes vécus au travail quotidiennement. Suite à l'intervention du consultant, nous continuons de mettre en place des réunions entre membres du COPIL tous les 2 mois, ainsi que des travaux en sous-groupe pour travailler sur les actions à mettre en place. Nous travaillons également en lien avec les représentants du personnel, ce qui nous permet de perpétuer cette démarche de prévention, et ce depuis 3 ans. L'avantage de notre présence au COPIL, c'est de pouvoir, de par notre lien avec les salariés, mettre en évidence les difficultés rencontrées dans l'établissement et du coup pouvoir les faire part au COPIL RPS et en amont les avoir fait part à la direction. Voilà. Donc là, nous avons donc la première partie du témoignage de l'établissement Les Trois Tours, qui illustre parfaitement la première circonstance pour agir que nous avons présentée précédemment. Donc là, en 2013, l'établissement a dû faire face à une situation de réorganisation et de changement et de fusion par rapport à plusieurs établissements. Et donc, on voit bien que là, la direction s'est emparée du sujet et a décidé de faire appel à un consultant du réseau de façon à pouvoir les accompagner sur cette conduite de changement. Ce qui est important, c'est que ce qui a été illustré par un des témoignages, c'est de montrer la nécessité de communiquer sur la démarche mise en place et aussi sur se mettre d'accord de façon très précise avec les membres du comité de pilotage sur des définitions et sur des représentations qui concernent la prévention des risques psychosociaux. Alors Florence, on voit bien sur ce cas concret que l'entreprise a fait appel à un consultant. D'où la question, pourquoi faire appel à un consultant et existe-t-il des solutions alternatives ? Alors oui, effectivement, cet établissement a fait appel à un consultant du réseau I3R-PACA, qui est donc un réseau identifié depuis plusieurs années avec les partenaires institutionnels que sont la DREDS, que sont la RACT-PACA et que sont la MSA. Et c'est vrai que ces consultants, ce sont des personnes qui sont reconnues et expérimentées sur plusieurs sujets, mais là notamment sur le sujet des risques psychosociaux. Néanmoins, il est tout à fait possible d'agir différemment. Ça peut être aussi un comité de pilotage qui va être animé par des ressources internes. Ça peut être des personnes qui ont été formées sur les risques psychosociaux, des personnes qui ont des compétences sur ce sujet, et d'autres alternatives existent aussi. Ça peut être aussi faire appel aux personnes ressources des CARSAT, des services de santé au travail. Donc c'est vrai que pour un établissement qui souhaite s'engager dans une démarche de prévention des risques psychosociaux, plusieurs alternatives existent. Elles sont importantes à connaître et à évaluer en fonction de la demande qui est faite et en fonction aussi, on va dire, de la situation de l'établissement. On voit bien que la démarche est structurée et donc fait appel à une méthode. Donc, quelles sont les étapes de cette démarche ? Alors, avant de dérouler précisément quelles sont les étapes de la démarche, ce que je vous propose, c'est de regarder la deuxième partie de la vidéo qui illustrera les étapes de la démarche et que nous déroulerons ensuite ensemble. 2020, avec la crise Covid, on a souhaité renforcer notre implication sur le comité de pilotage des risques psychosociaux. On a fait appel aux consultants du réseau I3R-PACA pour nous accompagner dans cette démarche. Durant cette crise sanitaire, nous avons mis en place des retours d'expérience pour les salariés avec le consultant du réseau I3R-PACA et moi-même. Le but, c'était de recueillir des données exhaustives sur les situations de travail. Les retours d'expérience collectifs nous ont permis d'identifier des actions et ces actions ont été répertoriées et ont permis de mettre à jour le document unique. La prévention des risques psychosociaux est un vrai engagement de la clinique qui reprend toutes les parties prenantes. La direction, les représentants du personnel, le médecin du travail, la CARSAT et également le consultant du réseau I3R-PACA
Ce qui a fait la réussite de ce projet, c'est l'engagement de tous, l'implication de tous sur le long terme, pour nos professionnels et pour nos patients accueillis. Voilà, donc nous allons maintenant illustrer les étapes d'une démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc c'est vrai que le témoignage des salariés de la clinique des Trois Tours nous a permis de voir précisément la première étape qui relevait d'une démarche de conduite de changement et enfin la seconde étape qui s'est déroulée quelques années après et qui a permis en fait pour l'établissement de s'acculturer encore plus sur la prévention des risques psychosociaux. Donc là, les étapes d'une démarche de prévention, elles ont été nommées dans les témoignages, mais là, vous les voyez de façon synthétique et listées de façon exhaustive. Donc en fait, une première étape nécessaire, c'est un travail de préparation de la démarche. Donc ce travail de préparation de la démarche, il est vraiment important et je vous invite à le faire de façon très précise parce que souvent, les établissements sont pressés pour des raisons extérieures de s'engager dans la démarche et ce travail est un petit peu bâclé. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de repérer dans ce travail de préparation quels sont les salariés qui vont pouvoir s'impliquer dans un comité de pilotage, quelle modalité d'engagement pour la direction. C'est vrai que c'est très important de donner le temps et les moyens aux membres du COPIL de pouvoir ensuite faire leur travail de façon la plus sérieuse et la plus précise possible. Et aussi de repérer quels sont les pilotes qui vont pouvoir être garants de la démarche de prévention. Parce que même si vous faites appel à un consultant, le temps de présence du consultant sera limité et quoi qu'il en soit, à un moment, le comité de pilotage devra reprendre la main. Donc c'est très important d'avoir en amont ces personnes qui vont être identifiées. Enfin, ça a été dit dans le second témoignage, un travail de communication qui doit être fait auprès de l'ensemble des salariés. Ce travail de préparation de la démarche, il peut aussi s'appuyer sur la formalisation du travail qui va être mis en place, donc une formalisation écrite, peut-être sous forme d'une lettre d'engagement, qui permettra de fédérer précisément l'ensemble des personnes du COPIL. Enfin, là, une fois que ce travail de préparation a été fait, il y a d'autres étapes qui font partie de la démarche de prévention. Donc, c'est un travail d'analyse des situations de travail donc réelles, de ce qui se passe réellement sur le terrain, pour identifier la présence ou pas de risques psychosociaux. Et aussi, c'est important de le souligner parce que on parle de risques psychosociaux, mais il y a aussi son pendant qui sont aussi les facteurs de protection. Et c'est important de repérer ce qui fonctionne, les facteurs de protection dans des situations de travail. Donc, par rapport à l'analyse et au repérage de ces situations de travail réelles, le plan d'action sera mis en place et élaboré. Il sera d'autant plus précis, concret et opératoire que cette analyse aura pu permettre d'évoquer des situations de travail qui sont concrètes en lien avec ce que vivent les salariés dans leur quotidien. La mise en œuvre du plan d'action va nécessiter des moyens en temps, des moyens humains, des moyens en coût, et l'identification des personnes responsables de chaque action et des délais de réalisation est aussi bien évidemment nécessaire dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Enfin, le suivi et l'évaluation des actions, ce travail va permettre d'ajuster les actions si nécessaire, de les modifier en cours de parcours. Il faut s'autoriser aussi à faire évoluer le plan d'action en fonction de l'évolution de l'histoire et de l'historique de la structure. Enfin, précisons que pour la clinique des Trois Tours, le contexte est favorable dans le sens où la culture prévention des risques professionnels est présente. Un chargé de mission a été nommé et l'établissement a déjà pu travailler en mode projet. C'est très clair, Florence, sur le déroulement. Merci. Et donc, je vais poser la question que souvent on nous pose. C'est une fois le plan d'action est établi, comment pérenniser ce plan d'action dans le temps? Voilà, donc en effet, c'est une question importante, d'autant plus importante que nous constatons que c'est souvent lors de cette dernière étape, cette avant-dernière étape, que
un essoufflement peut se produire, c'est-à-dire que le COPIL a été mis en place avec ou sans l'aide d'un consultant, des situations de travail ont été analysées de façon très précise, très fine. Le plan d'action est très concret, mais il y a comme une sorte d'essoufflement parce que vous êtes confronté à d'autres problématiques, d'autres aléas. Donc c'est vrai que là, quelques petits éléments qui peuvent faciliter la pérennisation du plan d'action, ce sont l'identification d'un ou plusieurs référents qui vont être chargés du suivi de la démarche, la désignation d'un chargé prévention sécurité qui est une obligation légale, la formation des nouveaux salariés, c'est-à-dire les nouveaux salariés qui peuvent intégrer en cours de route le comité de pilotage parce que la vie des établissements fait que les choses peuvent bouger, et la programmation régulière du suivi des actions en CSSCT, ça permet au moins d'avoir un point régulier, de ne pas laisser tomber le travail qui a été fait, qui est un travail en général assez colossal, et d'évaluer régulièrement l'impact de l'action sur la base des indicateurs sélectionnés lors du démarrage de la démarche de prévention des risques psychosociaux. C'est vrai que c'est important de repérer en amont quels indicateurs sont à mettre en avant et quels indicateurs vous souhaitez voir bouger par rapport à votre démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc, les exemples, alors ce sont des exemples qui sont tirés d'une des brochures INRS dont on vous présentera plus précisément la référence ensuite. Donc, on a choisi de vous présenter 2 plans d'action qui sont en fait 2 plans d'action sur des circonstances différentes, puisque là, il s'agit d'un extrait d'un plan d'action dans un hôpital qui a été élaboré suite à une tentative de suicide d'un agent de service, donc une délégation d'enquête paritaire. Donc là, ce que vous pouvez constater en termes de formalisation, c'est qu'on a des facteurs de RPS qui ont été identifiés, la problématique, et ensuite tout ce qui va concerner les moyens d'agir en prévention, même si l'événement s'est produit, sur la prévention des risques psychosociaux. Donc, on a vraiment un plan de prévention qui est construit sur une démarche de conduite de projet avec un pilote, un délai, des indicateurs de suivi et des observations si nécessaire. Donc, vous constatez qu'à gauche, l'établissement a organisé ça sous forme de facteurs de risque psychosociaux parce qu'on est déjà sous forme d'une unité de travail, même s'il s'agit d'une personne. On est sur un agent de service, mais après, l'idée, c'est d'élargir sur l'ensemble des agents de service hospitaliers. Et donc là, on a des facteurs de risque qui sont liés avec l'intensité, le temps de travail, le manque d'autonomie et les conflits de valeurs. Donc, ce plan d'action, c'est un exemple de plan d'action suite à un événement qui s'est produit. Est-ce que il fait aussi référence à d'autres indicateurs du collège d'expertise de Golac, qui sont les rapports sociaux dégradés. Donc là, ce sont des indicateurs qui ont été analysés a posteriori, de façon ensuite à pouvoir agir en amont sur la prévention des risques psychosociaux, sur l'unité de travail qui va concerner les agents de service hospitalier, par exemple. Le second exemple de plan d'action, alors il est un petit peu différent puisque là, on est vraiment sur un plan d'action qui est plus en amont. On est sur vraiment une problématique qui peut être rencontrée par des auxiliaires de vie sociale dans un service d'aide à domicile. Donc là, ce qui a été défini, la situation de travail qui va concerner l'accompagnement de fin de vie. Donc les facteurs de RPS identifiés que vous voyez ici, qui sont donc les facteurs que l'on avait cités précédemment lors du plan d'action dans le service hospitalier, les facteurs qui sont tirés des indicateurs du collège d'expertise de Golac, et ensuite les actions possibles et les délais de réalisation et les personnes en charge de la réalisation. Donc là, vous voyez que ce qui est différent par rapport au plan d'action précédent, c'est que nous ne retrouvons pas les indicateurs de suivi qui sont pourtant importants à préciser dans un plan d'action. Donc là, vous avez essayé d'avoir des exemples plus précis et plus concrets, au-delà du témoignage que nous avons présenté, de comment vous pouvez agir en prévention des risques psychosociaux. Donc, on a pu visualiser des exemples de plans d'action. On a vu qu'il y avait eu une évaluation des risques, de l'ensemble des risques psychosociaux. Notamment, on parle de facteurs de RPS, facteurs de Golac.
Alors, existe-t-il des outils pour s'y retrouver là-dedans et pour guider la démarche et si oui, quels sont-ils? Oui, donc il existe des outils. Là, nous vous présentons deux outils qui vont vous permettre d'avancer et d'intégrer plus facilement les risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques. Donc, vous avez un premier outil qui est l'outil Faire le point, qui est un outil en ligne et qui s'adresse prioritairement pour des structures de moins de 50 salariés. Mais par expérience, nous constatons qu'il peut être aussi utilisé auprès d'établissements, de structures de plus de 50 salariés. Donc, l'intérêt et l'avantage de cet outil, c'est que c'est un outil en ligne, c'est un outil numérique et qu'il permet, il est assez facile à utiliser puisqu'il il permet d'être autoporté et il vous permet en fait de repérer dans les facteurs de risque que nous avons cités précédemment, quels sont ceux qui sont les plus flagrants avec une fréquence d'exposition importante. Et il vous donne à la fin, lors des résultats, vous avez des orientations, quelques préconisations qu'il faut bien sûr travailler ensuite en interne, mais quelques préconisations qui peuvent servir de base de travail par rapport à cet outil. Vous avez un second outil, là, l'outil ED 6403, qui va vous permettre de repérer des situations de travail qui peuvent exposer à l'intensité du travail, aux exigences émotionnelles, à la précarité, aux conflits éthiques et émotionnels. Donc là, en fait, cet outil, c'est le pendant de l'outil Faire le point, mais c'est un outil qui se présente sous forme de brochure. Mais il vous permet néanmoins d'avoir une grille et des résultats très concrets et très précis sur l'évaluation des facteurs de risque psychosociaux. Donc c'est vrai que ces outils sont importants pour des structures, d'autant plus si vous souhaitez mettre en place de la prévention des risques psychosociaux sans faire appel à des ressources extérieures. Enfin, si vous souhaitez faire appel à un consultant, vous avez la brochure ED 6070 qui vous permet et qui vous aide dans la rédaction d'un cahier des charges. Voilà pour les outils que nous pouvons vous présenter sur ce sujet. Merci Florence. Je vous propose de répondre à vos questions dès à présent. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions via le chat qui est en haut à droite de votre écran. Donc, une première question, les RPS, est-ce qu'ils sont considérés comme des risques comme les autres en fait? Ou est-ce que c'est un risque à part entière? Alors, je vais répondre à cette première question. Donc, lors de la présentation, ce qui a été dit, c'est que les risques psychosociaux font partie des risques professionnels. Et donc, à ce titre, ils doivent être évalués de la même façon qu'un autre risque. Néanmoins, vous l'avez vu que il y a aussi parfois, pour certaines structures, peut-être une gêne ou une difficulté à les évaluer comme d'autres types de risques. Et là, le recours à un consultant ou à une ressource externe permet de faciliter en tout cas le démarrage et la mise en œuvre de l'évaluation de ce risque professionnel, puisque les risques psychosociaux font partie des risques professionnels. Merci. Une autre question un peu plus globale. Comment intégrer la prévention des risques psychosociaux dans une démarche de prévention ? Alors c'est vrai que les établissements qui ont mis en place une démarche de prévention des risques professionnels ont pu avoir recours à des personnes extérieures ou avoir recours à des brochures sur l'ensemble des risques à évaluer. Et c'est vrai qu'en fait, la prévention des risques psychosociaux va s'intégrer dans cette prévention des risques professionnels de la même façon, mais peut-être avec justement un regard un peu spécifique, parce que ça nécessite d'avoir ne serait-ce qu'un consensus sur les définitions. C'est vrai qu'on a insisté tout à l'heure sur quelles sont les définitions, et c'est vrai que c'est très important lors du démarrage d'une action de prévention des risques psychosociaux d'avoir ce consensus sur les définitions et donc de laisser suffisamment de temps aux membres du groupe, aux membres du COPIL, de pouvoir échanger sur les représentations, parce que souvent on s'aperçoit que les représentations varient finalement
en fonction de paramètres. Et c'est vraiment important de partir sur cette base-là. Peut-être plus que dans la prévention d'autres risques professionnels. Mais néanmoins, ensuite, cette prévention des risques psychosociaux va s'intégrer dans la prévention générale et globale des autres risques professionnels. J'ai une dernière question. Concernant le réseau I3R, où est-ce que je peux trouver la liste de ces professionnels? Alors, vous pouvez trouver la liste de ces professionnels sur notre site en tapant réseau I3R PACA, I3R PACA, et donc vous avez la liste des professionnels qui va s'afficher. Si des personnes sont situées dans d'autres régions et qui nous écoutent, vous avez d'autres CARSAT qui proposent aussi des listes de consultants. Donc, allez sur le site d'autres CARSAT. Et je voulais aussi préciser que nous avons un réseau qui est situé en Corse, le réseau I3R PACA. Le réseau I3R Corse. Voilà, donc en fonction de votre localisation géographique, vous pouvez faire appel à tel ou tel réseau. Merci Florence. Attendez, j'ai un petit souci. Si tu peux avancer le... Ah, voilà. Voilà, donc pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site internet de la CARSAT du Sud-Est. Vous avez 2 rubriques, une concernant les établissements de santé où vous allez trouver des informations sur les RPS, mais sur l'ensemble des risques qui vous concernent, et également donc une rubrique sur prévenir les RPS. Vous avez également le site de l'INRS avec une rubrique très complète sur les risques psychosociaux. Et je vous invite également à venir sur notre chaîne YouTube de la CARSAT du Sud-Est pour revoir les webinaires qui vous ont été dédiés au courant de cette année. Voilà. Ce webinaire touche à sa fin. Vous avez pu découvrir les différentes solutions que vous pouvez dès à présent mettre en place pour lutter contre les RPS. N'hésitez pas à télécharger la documentation qui est à votre disposition et également donc cette présentation qui est très complète. Vous allez recevoir dès cet après-midi le lien pour revisionner ce webinaire et pourquoi pas le faire partager à d'autres collaborateurs de votre équipe, afin d'enclencher ensemble une véritable démarche de prévention contre les RPS. Je remercie nos 2 orateurs, Florence Neza et Alain Brunel. Merci à vous pour votre participation active. N'oubliez pas de noter ce webinaire et puis à